Bonjour à tous et bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans le manga? Et oui, c'est Val qui vous parle et qui va présenter ce podcast incroyable puisque aujourd'hui nous sommes accompagnés comme d'habitude du grand, du merveilleux, du magnifique, mon acolyte Seb. Comment Voilà, il va? t'as quelque chose à te faire pardonner ou quoi? Mais oui, salut Val, c'est cool Oh, de te laisser la main. On c'est l'a pas juste, fait trop souvent depuis la rentrée, mais je suis content de te laisser un peu la parole et me reposer et je vais d'écouter juste te tes. montrer comment on introduit une personne correctement, parce que quand tu m'introduis, Ah ouais, généralement, c'est c'est très vrai que c'est. rabaissant. Et donc du coup, là, je te montre que bah, tu peux aussi me mettre en valeur comme moi je te mets en valeur. C'est Voilà. vrai. Putain, ouais, ouais. Purée, pardon, pour les jeunes auditeurs. Ouais, ouais, bah, écoute, je vais essayer de travailler mes intros pour histoire de ouais, d'être un peu plus sympa avec toi. C'est vrai que je pourrais Ok. être plus gentil. Mais Seb, il se trouve on est accompagné encore une fois Ah aujourd'hui. ouais, putain, on n'arrête pas. On Mais je crois n'arrête qu'il va, pas. il va signer un CDI chez nous, hein. C'est pas Il va possible, hein. signer au FC YPDLM ou quoi ce type-là? C'est la nouvelle recrue? Est-ce que ce serait pas un peu le Kylian Mbappé du podcast? Oh la ref. Notre ami Chris de Tomodachi qui est encore là, qui était là avec nous pour la Hello Nadal. les Comment il gars! va? Eh bah écoutez, ça va très 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 bien. Encore une fois, trop bien de podcaster avec vous. C'est une draft aujourd'hui, hein. Ouais, On va plutôt c'est la appeler ça comme draft. ça, c'est une draft. On l'a En drafté gros. en Ouais, première ouais, position. ouais. Les Exactement. Parce que YPLM choose Chris à from ce, Tomodachi Club. Let's go. Alors à ce plaisir. jour, Let's go les t'es gars. peut-être celui qui a fait le plus de collabs, hein, je pense. Tu dois être number one Bah maintenant, là. en vrai, vous savez, je suis pas compliqué les gars. Vous m'appelez, le sujet il me plaît, je viens, hein. Et franchement là, quel sujet ce C'est soir? vrai. Vu Ouais, de quoi on va parler, je pense que c'est des thèmes à Val et moi qui nous Ouais. parlent énormément, mais je te laisse complètement. introduire tout ça, mon Je cher suis Val. rookie, moi, dans ce domaine-là. Clin d'œil, clin Totalement. d'œil. Ouais, t'es un petit rookie. Et on Et est ouais. deux franchise players ici présents pour vous parler de, vous l'avez vu sur la miniature, on va vous parler de Deep Tree, de basket. Mais avant de rentrer là-dedans, messieurs, comme d'habitude, vous le savez, on a toujours le petit échange classique avant d'introduire un peu le sujet, assez rapide. Qu'est-ce que vous avez lu, vu dernièrement? Est-ce que vous avez une petite lecture là à nous sortir là? Seb? Ah, je me lance tout de suite comme ça dans le bain. Moi, je vais déclarer mon amour pour une œuvre culte qui est ressortie en perfecte édition. Je l'attendais depuis un petit moment parce que j'avais commencé à la lire en version deluxe et je les avais pas, on me les prêtait. Et là, le fait que ça soit ressorti, je me suis replongé dedans. Je vais vous parler de City Hunter de Tsukasa Ojo, la perfecte édition qui est sortie chez Panini. Ils ont aligné en fait le format sur ce qui est déjà sorti en fait précédemment, notamment avec 20th Century Boy qu'on a chroniqué dans cette émission. C'est C'est notre le même premier format épisode. alors? Ouais, c'est exactement le même format que Même qualité et tout et ça? même qualité. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment ouf le dessin. Je trouve hein, c'est très personnel. A pas vieilli. Il y a des pages couleurs à tir larigot. Il y a un peu de sépia, ce qui donne un peu de quali à cette histoire. Et il y a entre chaque chapitre, il y a toujours une petite anecdote sur les coulisses de la création de City Hunter. Et ouais, c'est super. Alors, est-ce qu'on a besoin encore de rappeler de quoi parle City Hunter? City Hunter, en fait, Non, tout le monde a vu le film de Philippe Lachaud. Ouais, c'est ça, qui s'appelle en Oui, fait oui. Nicky Larson. Alors Nicky Larson, c'est le nom français qui avait été donné à l'époque du Club Dorothée quand ça passait en dessin animé. Mais sinon, à part ça, City Hunter, en fait, c'est Ryo Saiba, qui est un peu considéré comme le nettoyeur de Tokyo, et on fait appel à lui quand la police ne peut pas intervenir. C'est lui qui vient pour déjouer le plan des malfaiteurs. Et c'est un récit qui est assez noir hein, quand même, City Hunter. Je me souvenais pas que c'était quand même assez dark. Il y a des trucs, Si, ouais, c'est chaud quand même. c'est sombre en fait, c'est juste que nous, on a le souvenir de l'animé qui Bah, du ne gag, complète qui est que du pas gag à du tir tout, à ouais, go. et qui ne complète Ouais, pas du tout le manga. c'est Alors ça. que moi, par exemple, moi j'ai la version deluxe avec du coup les 32 tomes, si je dis pas de Ouais, bêtises. 32. Plus Qui sera, donc celle-là ouais, sera en 16, pour info. exactement, plus les XYZ à compléter. Mais effectivement, oui, oui, City Hunter c'est un peu plus sombre. On arrive surtout vers la fin sur cette histoire et avec ce qui se passe entre Kaori et Ryo. Et effectivement, après, si on dérive sur les Angel Heart, Chut, etc., etc., pas dire, on n'en dit faut pas pas plus. dire. Mais, Non, dis pas mais plus. voilà, mais en tout cas, moi je trouve que c'est cool qu'ils aient réédité. Ouais, puis Après, c'est je suis cool. pas forcément. Alors, je trouve que c'est cool pour la nouvelle génération et ceux qui n'ont pas
forcément les tomes. Moi, après, je suis plus partisan de la Deluxe que de la Perfect, mais bon, après, c'est une question de... J'avais pas la Deluxe, donc moi ça s'y prêtait plutôt bien. Ils ont sorti les 2 tomes là d'un coup là, donc j'ai acheté les 2 tomes et c'est un vrai kiff. Franchement, le papier est cool et puis c'est vraiment du petit lait à lire. C'est vraiment trop bien. Et je te rejoins, ouais, sur ce que tu disais, c'était le côté gag manga était vraiment très appuyé en fait dans l'animé. On voyait, on passe son temps à voir Kaori qui passe son temps à lui mettre des coups de massue de 3 tonnes sur la tronche, alors que là ça prend une case. Il se prend une baigne parce qu'il dit trop de conneries, mais je trouve que c'est le dosage. Le dosage est vraiment très très cool. Et il a une classe de ouf. Je trouve que c'est cette époque des mangas où le héros principal arrivait à passer du côté un peu blaireau, un peu blaireau, un peu clown, et il passait d'une seconde à l'autre au côté classe où il était complètement pété. Il me fait beaucoup penser, alors je sais pas si c'est la même génération, mais il me fait beaucoup penser au héros de Trigun, qui est un peu comme ça, qui fait un peu le clown. Ah, comme Vache. En 2 secondes, oui, exactement. Vache de Stampede, qui montre tout de suite ses capacités ultra pétées. On va se le dire, Ryo Saiba, il est quand même ultra pété. C'est quand même le mec, pour vous donner un exemple d'un des premiers chapitres de ce manga, il met sa main entre son pistolet et la personne qui veut toucher pour freiner l'impact de la balle, pour pas péter la baie vitrée derrière et que ça traverse le mec. Et c'est trop bien. Et il arrive à quand même moi je vois très bien la scène, mais de toute façon même avec son flingue, il arrive à défoncer des hélicos, donc en fait il est très très chaud. Non, puis c'est un récit qui a... C'est un récit qui a mon âge. C'est un nettoyeur, il est là, il fait pas de quartier, il n'hésite pas à tuer, donc ça rentre pour moi dans la catégorie plutôt de seinen, même si c'est pas marketé comme ça sur la Perfect. Mais pour info, c'est un récit qui a pile poil mon âge. C'est sorti en 85 au Japon, et je suis de 85. Donc c'est un récit qui est peut-être fait pour moi, mais non, c'est un vrai kiff. Ça, les dessins n'ont pas vieilli. non, vraiment les dessins, Tsukasa Ojo, c'est un génie, enfin, on va se le dire, c'est quelqu'un qui avait tout de suite un trait ultra moderne. Il est devenu encore meilleur avec ses suites, avec Angel Arc, le dessin encore mieux. Je trouve que le scénario est un peu moins bien, parce que pour moi c'est la quintessence avec City Hunter. Mais c'est cool. Et j'en ai un deuxième très rapide parce que j'ai réussi à faire un loot assez cool, et je remercie un des auditeurs du podcast et qui est aussi sur le Discord, qui est Selewen, si je prononce pas mal son nom, qui m'a vendu ces 7 premiers tomes de Rent a Girlfriend. Donc c'est un récit quand même beaucoup plus léger. C'est un shonen qui est édité chez Noé Graphics. Il y a pour l'instant 7 tomes de sortie, on attend le 8e, et ça raconte l'histoire de Kazuya Kinoshita, qui est étudiant et qui vient de se faire larguer, et c'est quelqu'un d'assez maladroit, assez malchanceux, un peu le héros typique du shonen, et qui décide de faire appel à une belle jeune fille qui s'appelle Shizuru Mizuhara, et qui est en fait une fille qui appartient à une agence où on peut louer sa petite copine, comme le dit le titre, Rent a Girlfriend, pour briller en société avec une belle jeune femme. Sauf que ça ne s'arrête pas là, ça peut paraître très basique, mais on va suivre un petit peu leur péripéties complètement what the fuck, qui finalement ils se laissent embarquer dans ce jeu de rôle. Et moi j'aime bien, je suis très friand des shonen romantiques, donc Rent a Girlfriend c'est aussi un gros coup de cœur, et je suis très très content de les avoir dans ma collection, parce que Noé Graphics, ils font quand même des éditions quand même ultra quali. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. J'ai fini avec mes petites recos du jour, mais City Hunter et Rent a Girlfriend, c'est très très content de les avoir. Moi, je pense que tu dois pas être le seul à avoir topé City Hunter. À mon avis, il doit y avoir, je pense pas. Il doit y avoir un. Non, les premiers tomes sont bien vendus apparemment, de ce que j'ai entendu. Ok. Super. Donc les gens, puis en fait, le fait de sortir ces licences, je pense que c'est parce que au niveau des droits, à mon avis, l'éditeur en question, donc Panini, pour ne pas perdre les droits, doit continuellement proposer. Ça c'est le off, parce que moi le on, ce que j'ai entendu, c'était l'uniformisation des collections Perfect, d'aligner ça justement, comme on disait tout à l'heure, sur 20th Century Boy, sur Eden, sur Banana Fish. Exactement, voilà, exactement. Yasha aussi, c'est ce qui se vend le mieux chez Panini, il me semble. Vous savez quoi, on n'est pas à l'abri d'avoir dans quelques mois, années, une Perfect Edition de Demon Slayer. Ils ont tellement surfé sur ce succès-là, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une édition. On n'y est pas encore, Sabin, je pense. Ouais, on peut encore vivre un peu. Ok. C'est bon pour moi.
Chris, tu as une Bah, petite reco, toi? ouais, moi j'ai une seule reco à faire et je l'ai chopé aujourd'hui avec 24 heures d'avance. C'est un peu plus vieux que Seb, mais ça va lui parler. Il s'agit de Fist of the North Star Hokuto no Ken, donc édition perfect. Du coup, exactement de Kenshiro. C'est sorti chez Crunchyroll, donc bah, au moment où vous écouterez le podcast, ce sera sûrement sorti. En fait, c'est une édition que je voulais absolument, et à un moment donné, je me suis un chouïa rétracté parce que Le prix je me suis dit que le format... Non, alors le prix, ça va. Bon, j'ai des potes libraires, donc j'ai une petite ristourne, donc ça c'est cool. Mais Ouais, t'as 5%, en vrai, elle la ramène pas non plus, ouais, hein. Ça va, hein. Comme le tout le monde. format... Hein. Ah non, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Oh Le format, en Le fait, format est... vous voyez, il est pas très grand hein, au final. Hein. Ah Ouais. non, j'étais surpris C'est moi un aussi. Mais c'est format, épais, par contre. ouais, c'est épais de ouf, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est quali, les gars. Au niveau de la couverture, je sais pas si vous voyez, bon, vous les auditeurs, vous ne verrez pas, mais ça brille vachement. La qualité du papier est très bonne au niveau de la cover. Vernis Mais sélectif. alors, par Ouais. contre, le noir à l'intérieur, j'ai jamais vu un noir aussi propre au niveau des dessins. Et il n'y a pas de transparence, il n'y a rien. Le papier, il est vachement épais. Et en tout cas, je vais pouvoir m'y replonger vraiment avec de bons souvenirs. Et parce que je n'avais pas la Deluxe Edition à l'époque. C'est la question que j'allais te poser, ouais. T'avais pas la version Voilà, à l'époque de Asuka? Je l'avais pas, moi, Asuka? non, Asuka. En fait, j'avais cette version, mais j'avais pas tous les tomes. Voilà. Ouais, pas comme moi. À l'époque, donc, Ouais. je crois que je dois avoir peut-être les 6 premiers. Et au final, la version Deluxe qui est sortie après chez Kazé, bah, du coup, je l'avais pas. Mais pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez l'édition Deluxe, gardez-la. Il n'y a pas besoin de se précipiter sur cette perfect. Mais si par contre vous n'avez pas du tout Hokuto no Ken dans votre mangatech, bah, vous pourrez commencer avec cette édition de chez Crunchyroll qui sera en 18 tomes si je dis pas de bêtises. Ok. Voilà, donc le dos, vous voyez, pareil, avec le petit logo. Très cool. Très cool. Et voilà. Et en vrai, ça sort du coup le 12 octobre. Ce sera déjà disponible et c'est très quali. Et franchement, c'est un classique donc, par Brunson et Tetsuo Hara. Si vous n'avez jamais lu ou vu Hokuto no Ken, c'est un classique et vous comprendrez pourquoi il est toujours inclassable. Voilà. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Exactement. Alors juste pour ceux qui commencent au Hokuto no Ken, le début est un peu laborieux avec du recul. Hein. Ça met un petit peu de temps avant de se mettre en place. On ne sait pas trop où veut aller l'auteur avec les 2-3 premiers tomes. Et ça prend après son rythme de croisière avec vraiment l'univers qui s'installe. Mais c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, qui est très cool parce que c'est à mi-chemin entre un Mad Max et c'est un Bruce Lee au pays de Mad Max en fait. Je pense qu'on ne peut pas le résumer mieux en fait que ça. C'est la ref, voilà, c'est la grosse ref. De toute façon, ils se sont inspirés de Mad Max pour quand Brunson et Hara se sont mis à dessiner Fist of the North Star, c'était clairement vu. Hein, ouais, il est sapé comme Mad Max. Exactement. Après, il faut savoir que c'est Mad Max. C'est ça, il faut savoir que c'est sorti en 83, donc c'est très vieux. Et justement, je trouve ça cool de remettre ça au goût du jour, parce que je pense que les nouvelles générations sont quand même amenées à découvrir ce qui marchait à l'époque pour nous et pourquoi on kiffait autant. Et ils n'auraient pas les mangas qu'ils ont aujourd'hui si on n'était pas passé par là. Ça, c'est clair. Ouais. Et puis moi, je trouve que le trait est juste... alors, il montre en compétence au fur et à mesure des tomes, mais son trait est juste... moi, je trouve juste sublime. C'est ça. C'est juste la question que je me pose, c'est à chaque fois que je lis Hokuto no Ken, je me dis à quel moment on a décidé de mettre ça dans le Jump. Mais bon, bref, après ça, c'est. Ah ouais, complètement. Ouais, c'était dans le Jump. Et pareil pour City Hunter, hein, d'ailleurs. Hein, ah ouais, complètement. Ouais. Moi, je le mettrais dans une seinen, mais à l'époque, ça sortait sous un label plutôt shonen. Donc, ouais. Ok. Donc là, les gars, vous avez décidé de me faire des recos de mangas de vieux lourds. De vieux. Non, je voulais dire de vieux loups. J'ai fait un lapsus, j'ai dit de vieux lourds. non, je déconne. Mais clairement, moi, ça me parle absolument pas. Mais c'est bon. vrai t'as raté ta vie, mec. Si t'as pas lu ça, t'as raté ta vie. Mais non, mais en vrai, par curiosité, je pense qu'un jour, faudrait que tu. Ouais. Après, l'animé j'ai est très beaucoup de mal, moi, hein, avec les dessins. Seb dit que ça a pas vieilli. Moi, je trouve que ça. Si, ça vieillit. Ça a une patte. Les premiers tomes de Hokuto no Ken, mais pas la suite. Non, mais même City Hunter, je trouve que ça a une patte qui est très datée, malheureusement.
Et moi qui m'attire pas, mais après voilà, c'est très subjectif et je respecte totalement, comme je respecte tout le monde d'ailleurs, je respecte totalement les gens qui sont en kiff sur ça et qui veulent leur petit pic de nostalgie, et il en faut, donc je suis assez content qu'on ait des belles éditions perfectes qui sortent là-dessus, donc c'est cool. Et juste moi pour ma part, on va sortir du manga, et puis là donc vous nous avez parlé du passé, moi je vais vous parler du futur, du turfu pour Marocco, le vrai turfu, puisque Chris, tu en as parlé dans ton émission Tomodachi Club il y a pas très longtemps, à l'heure où on enregistre, c'est Cyberpunk Edge Runners. Donc Yes. l'anime Yes. l'anime du jeu vidéo Cyberpunk 2077, qui est sorti et disponible sur Netflix, produit par Trigger. Alors j'ai pas de ah si, ils avaient fait Kill la Kill, je crois, Trigger, un truc comme ça. Et ils avaient fait Tiger et Bunny aussi, un très bon anime Tiger sur et les Bunny, voilà. super-héros à Un l'époque. super studio qui produit des super animes. Et il se trouve que Cyberpunk, c'est carrément stylé. Moi, j'ai un peu joué à Cyberpunk, j'ai quelques heures de jeu dessus. Je me suis régalé. Et là, ça m'a vraiment fait kiffer de revenir à Night City. Surtout qu'en plus, l'univers est ultra respecté et l'animation est hyper lourde. Donc, je rejoins vraiment ce que tu disais sur le Tomodachi Club. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la rediff de cette émission-là si vous voulez avoir l'avis de Chris là-dessus. Mais il fait une super reco, et moi, je vous la recommande aussi chez nous. Pour ceux qui veulent mater un peu d'anime sympathique, allez-y. Il me semble d'ailleurs que pour la ref, pour ceux qui ont aimé les Star Wars Visions, si je dis pas de bêtises, donc les Oui, animés de Star Wars, oui. il y a Le 3 studio épisodes. Trigger a animé, ouais, Ouais, il y exactement, a ouais. 3 épisodes, 3 ou 2 ou épisodes. 3 épisodes qui ont été animés par le même Incroyable. studio, qui sont, je crois, moi, parmi mes épisodes préférés, et qui sont ouf. L'épisode où il y a les deux frères jumeaux, et un autre épisode aussi avec un Jedi ou un Sith sur une montagne, je les ai plus en tête, mais en tout cas, c'est eux qui ont animé ça. Et donc, du coup, allez-y, hein, je vais pas m'étendre là-dessus. Faites-nous un retour si vous avez maté. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Moi, Voilà. je valide ta reco que tu m'as validé. Voilà. Voilà, du coup, non, vraiment très lourd. Déjà parce que tu as mentionné Star Wars Vision, qui est un très très bon anime pour les fans Ah de oui. Star Wars. Faut vraiment que vous regardiez. C'est plusieurs studios différents qui s'approprient l'univers Star Wars Ouais. avec des histoires différentes. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et rien que pour Cyberpunk, franchement, moi, je le mets vraiment même dans les animés encore actuels. Là, si on est passé à l'automne avec les animés de saison, vu que c'est sorti le 13 septembre dernier, c'est encore d'actu. Et avec tout ce qui tombe là en ce moment, je pense que vraiment vous pouvez regarder. Ah Il y a oui. 10 épisodes, c'est rapide. C'est une frais, quoi. dinguerie. Ouais. Et je rajoute un petit truc, parce que vous savez, quand moi je parle d'anime, je parle de VF. Vous savez, c'est le running gag. Moi, je suis un gros fan de VF. La VF de Cyberpunk est produite par Donald Renew. Et on y retrouve. Ouais, c'est lui le Gage de directeur. qualité. Ouais, gage de qualité, et surtout il s'est fait un énorme kiff puisqu'il a ramené un gros casting, et il a notamment ramené ses deux copains d'enfance et amis dans la vraie vie, Dorothée Pousseau et Alexis Thomasian. Tiens donc. Oui, et Alexis Thomasian Étonnant. qui double le personnage principal de David, et Dorothée qui double sa comparse. Alors j'ai plus le nom là parce qu'il m'est sorti de la tête, mais l'autre personnage, le personnage féminin, la meuf de David du coup. Enfin, la meuf, sa pote, bref, le personnage principal féminin de Cyberpunk. Et il se régale, et on a des gros acteurs, des gros comédiens de doublage sur la VF de Cyberpunk Edge Runners, pardon. Oh, je m'évade, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais voilà, allez-y, pardon. Non, mais c'est vrai que tu soulignes un point qui est hyper important, je trouve, c'est bien de le souligner. Je trouve qu'on a une génération qui est déjà installée depuis quand même quelques années, mais assez montante au niveau de la VF, et je trouve que on peut avec moins de honte maintenant, je trouve, regarder tout ce qui est dessin animé japonais en français, parce qu'on J'ai commence à avoir aucune honte. Ouais, c'est ça, c'est ce que je le dis dans ce sens-là, c'est peut-être un peu maladroit, mais je trouve qu'on a des doubleurs vraiment de qualité qui font un super Ils sont de taf, très bonne qualité, et en vrai, et ils sont bons, putain. Ouais, ils sont bons, franchement, il n'y a pas de. Ouais. Moi, j'ai pas, comme l'a dit Val, j'ai pas de honte à regarder une VF, même si je suis habitué à la VO. En vrai. Mais c'était mal vu à une époque, tu sais, à l'époque Naruto, où c'était vraiment pas quali. C'était le début, c'était un peu cette nouvelle génération de VF. Moi, j'aimais pas trop la VF Naruto, pour tout dire. La VF Naruto, elle était propre quand même.
Bah, moi, j'étais pas ultra À fan. 2-3 aspects Celle de près, mais Bleach, en celle de vrai... Bleach, je veux bien que tu dises ça parce que bon, je l'ai constaté, mais Naruto, ça va quand même. Non, mais avec tout le respect pour les gens qui ont été impliqués dans ces projets-là, je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est vachement plus professionnalisé. Et il n'y a rien qu'à voir l'émission que fait aujourd'hui Donna Renew, qui est Stream VF sur Twitch, qui cartonne tous les soirs, enfin tous les mardis soirs, je Mardi crois, c'est ça? soir. Ouais, et qui le fait. Et tu vois le talent des mecs parce qu'ils te montrent un peu les coulisses de comment ils font pour doubler. Et c'est juste génial, quoi. Il faut savoir une chose, c'est que la méthodologie de doublage française est une référence pour tous les autres pays qui doublent du cinéma, de la série, qui font du doublage. Il faut savoir qu'on est une référence pour tous ces pays-là parce que on a en fait mis une méta et on est parmi les doublages les plus quali qui existent dans le monde. Et il faut savoir qu'il y a des pays qui n'ont même pas de doublage. Je pense par exemple au Portugal. C'est exactement le pays que j'allais te citer. Ouais, c'est vraiment tu vois, au genre Portugal, il n'y a pas de film VO direct. doublé en Ouais. portugais. C'est Il y a ça. l'Italie aussi qui s'en sort plutôt bien et qui sont plutôt chauvins là-dessus. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une collègue à moi il n'y a pas longtemps. Si, les macaroni! Mais parce qu'ils ont une culture du cinéma, Mario! il y a une culture du cinéma qui est quand même assez élevée aussi, Pardon. comme nous. Et donc voilà, bref, c'était le petit aparté VF. Non, mais on en parle de la bande-annonce de Mario ou pas? Non, pas maintenant. Non. Non, plus tard. Non, On a plus tard, un plus tard. vrai sujet à aborder là. Ah, d'accord. Ça va Allez. trop, c'est... Eh oui, J'arrête de merci. digresser. Let's go. Merci Chris de le remettre à sa place de temps en temps, parce que quand c'est moi qui host, il se permet de foutre la merde. Hein. Merci Seb. Ouais, de déstabilisation. Je vois ça. Et donc bon, on va passer au sujet du jour, n'est-ce pas, à notre YPDLM, et donc on va parler de Deep Tree. Seb, vu que je host, C'est à moi? c'est toi qui vas Moi? présenter Deep Tree, et je t'en prie, s'il te plaît, fais ça bien. J'ai la presse, il faut que je prononce bien les noms japonais parce que sinon je me Ouais. fais taper sur les doigts. Ouais, D'accord. puis bon, c'est ça. merde, ça parle de basket, donc t'as une petite presse aussi, je te la mets, moi. Voilà. Ok, let's go. Et c'est Georges Elie, je vais commencer par vous présenter le... Non, je vais prendre... Non, j'arrête avec mon accent. Tu veux que je Ça fasse sera Jacques pas coupé au Monclar montage, aussi ça, ou gros, hein. ça se passe Ouais. comment? Non, allez, Ok, soyons Marie, sérieux 2 bonjour, minutes, là. soyons professionnels, parlons bien et parlons peu. Parlons peu, cringe. parlons bien. Alors, Deep Trees, donc c'est un manga qui est édité aux éditions Mangetsu, dessiné par Ryusuke Tobimatsu et scénarisé par Mitsuhiro Mizuno, pardon. Ça a l'air d'être la première œuvre des deux mangaka. J'ai regardé un petit peu, j'ai un peu fait des recherches, j'ai rien trouvé, que ce soit au Japon ou en France. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment leur premier manga à tous les deux. Lui est assez jeune, hein, je crois qu'il a une petite trentaine d'années, le dessinateur a une petite trentaine d'années et le scénariste a une petite quarantaine. Et a priori, j'ai rien trouvé en tout cas de marquant. Je sais pas si vous avez des infos vous là-dessus, mais en tout cas moi j'ai rien vu de particulier sur ce qu'ils ont pu faire. Il y a donc peu d'infos, j'ai cherché un peu, mais je t'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos là-dessus. Ouais. Donc les 2 premiers tomes sortent cette semaine, le 19 octobre. Ça sera vendu donc à 7,95 €. On a le 3e tome qui est prévu pour le 7 décembre et actuellement au Japon on en est à 4 tomes. C'est édité au Japon donc par l'éditeur Shogakukan. Et pour l'instant, au vu qu'on va rattraper assez rapidement, je pense, l'apparition japonaise, je pense qu'il faudra être assez patient entre chaque tome. Parce que il y aura un petit peu d'attente. On peut souligner parce qu'il y a eu un gros boulot de fait et je crois que Sullivan de chez Mangetsu a vachement appuyé. Ça a été traduit par François Boulanger. Tu l'as pas souligné, mais c'est bien publié par Mangetsu en France. Hein. Ouais, je l'ai dit. Je me permets. Ah ok, Non, pardon. mais je l'ai dit au tout début. Ah, bah, donc faudrait écouter mon petit Val, n'est-ce pas?
N'est-ce pas Et du coup, on est a priori, c'est catégorisé en seinen. Donc c'est un manga de basket qui traite. On est plutôt sur un drame. Ça joue beaucoup sur la psychologie. Il y a aussi la thématique du handicap et du racisme qui sont mis en avant. On va très vite le savoir pourquoi. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Deep Street parce que c'est tout récent. On a une sortie japonaise qui est pas trop avancée et au Japon, enfin en France, on a pour l'instant n'aura que les 2 premiers tomes. Bien sûr, forcément pas d'animé, donc après ça reste à voir si ça cartonne, on aura peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, voilà, on est encore dans l'attente de la réception de ce manga. En tout cas, c'est une belle pêche de Mangetsu. Puisque voilà, Ils garnissent leur catalogue de mangas de sport. Exactement. Avec le basket. Après le foot, le basket. C'est ça. Ouais, il y a des vrais parallèles à faire avec Awashi. Je trouve qu'il y a des petits trucs où on retrouve un petit peu dans la manière de disposer les matchs. On en reparlera, mais je pense qu'il y a quand même des choses, il y a des petits parallèles à faire. Ouais, notamment sur le premier chapitre, c'est vrai. Exactement. Je vais me lancer dans le synopsis, si vous le voulez bien. Ouais. Voilà, je vais essayer de pas trop me mettre la pression, évidemment. Clin d'œil, vous voyez de quoi je fais référence, n'est-ce pas? Mais j'ai repris le synopsis de Mangetsu. J'ai fait assez simple parce que je trouve qu'il est bien fait. Donc Deep Three, de quoi ça parle? Depuis sa plus tendre enfance, Damian Kawai consacre sa vie au basket dans l'espoir de se rendre un jour aux États-Unis pour intégrer la meilleure ligue du monde, la NBO. Bon, je pense qu'ils n'avaient pas les droits pour la NBA, donc ils ont appelé ça la NBO. Hélas, malgré son talent prometteur, il est frappé par de troubles moteurs paralysant ses bras lorsqu'il s'approche du panier. On appelle ça le yips. C'est un mot que j'ai découvert d'ailleurs avec ce manga. Alors que le garçon s'efforce de surmonter ce handicap, son médecin lui annonce avec gravité que sa pathologie est incurable. Plongé dans les affres du désespoir par cette terrible nouvelle, Damian découvre néanmoins un moyen d'échapper à sa condition. Voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente. Donc un petit côté Neketsu un peu dans la façon de vendre en tout cas le synopsis. Voilà messieurs, je pense que j'en ai fini avec ma partie et mon petit Val, je te relaisse la main. On pourrait peut-être dire, parce que j'ai pas trouvé l'info, mais qu'est-ce qu'ils entendent la traduction du titre Deep Three? Est-ce que ça, vous les basketteurs, est-ce que vous pouvez peut-être me dire ce que ça veut dire Deep Three? Parce que ça spoil un petit peu le premier chapitre, mais bon c'est pas grave. On va y arriver à un moment ou à un autre. Deep Three, c'est un 3 points à très longue distance. En tout cas au basket, ça fait référence à Deep Three, c'est quand tu marques un panier à 3 points de très loin. De très loin. Donc généralement c'est genre les actions quand le timer est proche de la fin, qui balance un peu limite du milieu de terrain et il met un panier quoi. Non, ça c'est plus t'es plus sur du buzzer beater là-dessus. Ouais. Quand vraiment la cloche sonne. C'est un 3 points pris volontairement, qu'il soit à la dernière seconde ou à la première seconde, mais assez loin de la ligne à 3 points. Et donc c'est d'autant plus c'est loin, c'est d'autant plus impressionnant puisque c'est des choses qui sont assez rares. C'est ce que les commentateurs disent à chaque fois quand tu regardes sur Beansport ou que tu regardes les matchs de basket en VO, on a toujours un qui dit from deep ou genre from downtown, tu vois. C'est de là que ça vient. Du parking. Exactement, tu vois. Petite ref, hein. Moi j'ai pas fait NBA 2K, mais je suis un vieux. Moi j'ai commencé par les NBA Live à l'époque, et c'est vrai que j'entendais. Il y avait donc, je crois que de mémoire, il y avait Georges Eddy dans les commentaires de NBA Live, ou j'ai plus, c'était Hervé Matou. Enfin bref, peu importe. Et c'est vrai qu'il disait souvent from downtown, mais c'était en français. Le mec disait ça en français. Et ok, merci d'avoir éclairé ma lanterne, parce que je ne savais pas ce qu'il voulait dire par ça. C'est en français, on va dire du parking, un tir du parking. Parce que le mec a tiré tellement loin qu'il est sur le parking du stade pour prendre son tir. Donc on exagère. Et from downtown, forcément, je vais pas expliquer pourquoi ils disent from downtown. C'est que le mec il est en centre-ville et il a pris le tir alors qu'il est, il le marque alors que le panier est dans le stade. Quoi. Dans la raquette, c'est dans la raquette en fait, c'est ça? Hors de la raquette. Hors de la raquette. C'est-à-dire que quand tu prends ton tir à 3 points, alors on va faire un petit topo règle basket pour ceux qui ne... parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir des quiz sans avoir jamais joué au basket.
Et sans trop spoiler, mais oui, il y a des règles. Et pour savoir, le tir à 3 points, c'est quelque chose qui a été instauré quelques années plus tard dans la NBA. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de raquette, tu pouvais tirer de n'importe où et c'était que des 2 points. Le tir à 3 points n'existait pas, ça a été instauré que bien plus tard. Et effectivement, tout ce qui est en dehors du cercle, du coup, c'est considéré comme 3 points à partir du moment où tu franchis la ligne adverse. Voilà. Ok, super. Et avant la ligne à 3 points, du coup, de son premier nom. Et allez, je vais étaler ma petite culture. Il se trouve qu'avant d'être instauré en NBA, on avait la ligne à 3 points en NCAA, donc en universitaire. Ils ont testé et ça marchait, ça fonctionnait. Donc du coup, ils l'ont appliqué un petit peu après en NBA. Je crois que c'est aux alentours des années 80, si je ne veux pas dire de bêtises. C'est dans les années 80 ou un peu avant, par là. Mais bon, là, les experts basket et NBA en sauront plus que moi. Voilà. Et donc, non, mais super intéressant. Je vois vos rôles. Pour l'info, et parce que c'est un manga hyper récent, et pourquoi on parle de Deep 3, il se trouve qu'en termes de basket, le 3 points, ça a été énormément... c'était une arme assez rare au début, très peu utilisée, parce que des gens... on n'avait pas des joueurs ultra adroits à 3 points, et les joueurs jouaient plus dans la raquette, donc à 2 points. Et puis au fur et à mesure du temps, les qualités de shoot se sont aiguisées et on s'est retrouvé dans les dernières années là, depuis à peu près 2015, puisque c'est l'année. C'est exactement ce que j'allais dire depuis 2015 avec l'instauration du small ball chez les Warriors, etc. Ouais. Bon, on avait d'autres joueurs, qui étaient des excellents shooters à 3 points. Je pense à Reggie Miller, bien sûr. Ray Allen, tout ça. Entre autres. Mais Stephen Curry est réputé pour avoir changé le game du basketball, notamment par sa qualité de shoot à 3 points. Et donc, je pense que les auteurs se sont fortement inspirés de ce game changer qu'a été Stephen Curry aussi pour le contexte du manga. Voilà. Top. Je vois vos paroles, les gars. Mais ce que je peux juste rajouter, moi, c'est que j'ai vu un match récemment et je peux vous dire que l'Espagne nous a trucidé à 3 points. Dans l'Euro de basket, c'est un rare match que j'ai vu au basket et je les ai trouvés assez impressionnants au tir à 3 points. Ça me fait mal. C'est oui. Encore il faut le reconnaître. Oui. En plus, c'est un acteur Netflix qui nous a fait mal. Ça fait mal au derche, les gars. Pour ceux qu'on l'arrête. C'est dans mon équipe maintenant en plus, donc bref. Bref. Juancho. Très bien, messieurs. Je vous propose que on passe au pas à pas. Si ça vous dit, on passe au pas à pas du premier chapitre qui se nomme Le fils d'Ervin Johnson. Exactement. Et qui est Ervin Johnson ? Est-ce que vous savez un petit peu ? Est-ce que parce que moi tu me poses la question, tu imagines bien Chris que j'ai la réponse puisque j'ai quand même une photo du monsieur juste derrière moi à l'heure où on est en train de parler, donc oui. Effectivement, moi je pose la question pour Seb parce qu'en fait moi c'est le premier truc qui m'a frappé quand j'ai ouvert Deep 3. Du coup voilà. Mais c'est... Je vais répondre à ta question. Donc Ervin Johnson, donc là on va parler beaucoup basket, donc si le basket ça vous intéresse pas, écoutez, switchez, allez écouter nos collègues, allez voir la rediff du Tomodachi Club. Non, dis pas ça, mais non, mais ça peut les intéresser. Effectivement, on va parler beaucoup de basket, mais c'est pour introduire à la lecture de Deep 3, forcément il faut qu'on pose les bases et qu'on souligne un peu de quoi ça parle. Parce qu'il y a énormément de rêves dans Deep 3. Juste une petite chose, Val, explique quand même peut-être le petit twist sur ce pas à pas que les auditeurs vont peut-être pas calculer, mais c'est ni toi ni moi qui allons le faire, on est d'accord ? Le twist, oui. Qui c'est qui va s'occuper du pas à pas ? Ah oui. Voilà. C'est vrai que je l'ai pas expliqué, on en a parlé en off, j'ai oublié, j'ai omis ce détail qui est quand même assez important. Ça a perturbé les gens. C'est que le pas à pas, en fait, c'est pas nous qui allons le faire, c'est Chris. On a dit que Chris, étant donné qu'il vient assez souvent sur le podcast, il allait commencer à payer son loyer de podcasteur, et donc il allait mettre la main à la pâte pour faire ce petit pas. C'est le baptême. Allez, c'est le baptême. Ouais, j'espère que je vais gérer. Donc, tu peux me faire un petit rappel vite fait, s'il te plaît ? Ouais, alors c'est simple. Le pas à pas, Chris, c'est tout simplement prendre les scènes un peu clés du premier chapitre.
expliquer rapidement ce qui s'y passe, les scènes clés pour qu'on puisse avoir les enjeux et comprendre et que les auditeurs puissent comprendre ce qui se passe dans ce premier chapitre, et on va s'en servir de ça pour pouvoir décrypter, savoir si c'est un bon premier chapitre, si ça nous a donné envie de le lire ou pas, de lire la suite plutôt, et puis se servir de ce prétexte-là pour regarder. Puis l'idée c'est de commenter les scènes, tu vois, comme un peu dès que tu fais une scène clé, tu demandes un peu ce qu'on en pense, et puis voilà. Mais vous ne voyez pas, auditeur, mais il y a une grosse goutte de sueur qui coule le long du front de Chris. Il est un petit peu en stress. Mais non, je suis pas en stress parce qu'il y a des. Non, en vrai, ça commence très très bien, et faut dire qu'en fait, c'est pour moi ce premier chapitre, c'est comme si je rentrais directement dans le bain, comme si je regardais un match en NBA. C'est-à-dire que ce premier chapitre n'introduit pas de manière, on va dire, neketsuesque un personnage principal avec son ambition, son rêve de devenir je ne sais quel grand joueur. Là, en fait, on est directement dans le bain, dans un match, et les personnages sont introduits petit à petit. Alors que habituellement, vous savez, dans les chapitres, c'est toujours oui, je rêve de devenir un grand basketteur, etc. Ou je faisais partie d'un grand club, etc. Pour ne citer par exemple que Kuroko's Basket. Là, en fait, on entre directement dès même la deuxième page, parce qu'on a une grosse page couleur avec deux personnes qui parlent en off, qui sont dans les tribunes, pour savoir sur quelle équipe ils vont miser. Et donc, du coup, on a cette grosse page couleur, double page sur Damian, donc, qui est le personnage principal. Donc, Damian, Kawhi. et de son nom de famille Kawhi. Voilà. J'avais Damien Mignon. Alors, attention, Damian, mais parce qu'en fait, pour moi, il fait référence à deux joueurs de basket dans ce game. Damian Lillard, donc un grand joueur de basket, et Kawhi Leonard aussi, donc deux grands joueurs, et voilà. Bon, je pense que c'est le premier truc qui m'a un peu fait sourire, donc je me suis dit ok, let's go. Quand je vous dis qu'on est vraiment dans le bain, voilà. Donc en fait on suit Damian qui joue dans le lycée Kirikami, et en fait on enchaîne tout de suite, et moi il y a un truc qui m'a frappé, Seb et Val, enfin surtout Val, tu me diras ce que t'en penses. Il y a une case dans ce chapitre où en fait il y a un cercle qui est passé en lumière, un peu comme sur les palettes quand du coup tu regardes un match de NBA ou quand tu regardes les rediffs, du coup vraiment pour voir où l'action va se dérouler. Et ça, j'ai trouvé ça fort. C'est pas forcément des trucs que tu retrouves tout le temps. Ce cercle, il montre le fait qu'il y ait personne et il a le chemin libre en fait pour passer à cet endroit-là dans la raquette. C'est pour montrer l'ouverture qu'il a pour marquer. En fait, c'est une palette. C'est en fait la rêve que nous faisait Seb un peu tout à l'heure quand il parlait de AOH sur la vision du terrain. Et donc là, on voit le terrain vu du dessus avec highlighté par ce rond. L'ouverture que Damian vient d'avoir pour pouvoir aller marquer ce panier décisif. Exactement, panier décisif qu'il enchaîne parce que du coup c'est un dunk trace, qui met, je crois. C'est un dunk à une main. Bon, alors il y a une petite question que je me suis posée par rapport aux sneakers, parce que vous savez que je suis un grand fan des sneakers et qu'on voit vaguement apparaître la marque aux souches, donc du coup ça m'a vachement frappé aussi, donc j'espère qu'on verra comme Slam Dunk l'a fait à son temps, de belles paires de baskets. Je pense qu'il le fera 100%. Voilà. Donc du coup c'est un match très serré, n'empêche, entre le lycée Kirikami et donc du coup le lycée Yosuka Nishi. Et il reste que 28 secondes, donc on est vraiment dans les toutes dernières fins de match. Et à ce moment-là, du coup, on est à 79-80, donc il ne leur manque plus qu'un point à l'équipe de Damian pour gagner ce match. Du coup, s'ensuit un contre. Il faut savoir que les dessins sont magnifiques, les planches sont très stylées et très dynamiques. Quand je vous dis, alors déjà parce que c'est un chapitre qui est en couleur, donc ça je trouve ça vraiment fort. Et je pense que, alors moi je l'ai lu en noir et blanc, mais je pense que les couleurs qui doivent être quand même assez chatoyantes doivent vraiment ramener un plus sur cette lecture. Moi, c'est de l'aquarelle. C'est un peu mon regret. C'est de l'aquarelle. Ça fait aquarelle, donc je suppose qu'il a dû prendre ses petits pinceaux et puis voilà. Mais c'est très très chouette. Il y a un petit détail qu'on veut préciser, c'est que Damien il est métis. Donc comme disait Val à un moment donné, c'est un hafou.
hein, mon petit Val, tu te rappelles de la petite ref à iShield. Donc, voilà, il est moitié japonais, moitié américain. Et ça, c'est assez rare pour le souligner parce que ça va engendrer plein de choses derrière. Et ça, pour l'instant, on peut pas trop en dire. En tout cas, ouais, il est métis et du coup, on peut juste revenir peut-être à la question que Chris posait au début sur le titre, qui est Ervin Johnson. Ervin Johnson, c'est Ervin appelé par tout le monde Magic Johnson, très grand joueur des Lakers de basket qui s'appelle donc Ervin Magic Johnson, grand meneur des Lakers. Et donc on comprend que par le titre de ce chapitre que potentiellement Damian, ce serait le fils, un fils de Magic Johnson, le fils de Magic Johnson, fils japonais. Qui est quand même assez fou et c'est intéressant parce que Magic, c'est un joueur qui est quand même ultra apprécié par les fans de basket et qui est parmi considéré comme les meilleurs joueurs à son poste de tous les temps. Et donc il y a une certaine pression aussi d'être le fils de Ervin Johnson, qu'on peut ressentir quand on est fan de basket et qu'on lit Deep Three. On peut se dire ah ouais, ok, donc le mec c'est pas n'importe qui, son père en tout cas c'est pas n'importe qui, il a de qui tenir. Exactement, et ça on va le découvrir au fur et à mesure de la lecture de ce premier chapitre. Et en vrai, il y a déjà une première coupure au niveau des premières pages, parce qu'en fait on voit Damian qui s'envole pour du coup effectuer un énième dunk, parce que du coup il a le champ libre et qu'il a réussi à contrer un joueur juste avant. Ouais. Il est partout en fait, hein. On a l'impression qu'il est partout en fait. Il est au contre, il est dans la raquette, il est à la récupération, et en fait là il reste que 28 secondes à jouer. T'as un de ses camarades qui lui fait une grosse passe décisive et il est tout seul face au panier, et là en fait on arrive sur une ellipse de 2 ans. Donc déjà en fait vous voyez que ce premier chapitre il va être vraiment condensé. J'adore le cut. Et en vrai le cut il surprend tout le monde. Et en fait il y a beaucoup de choses qui vont au fur et à mesure nous surprendre dans ce premier chapitre. Et en vrai quand tu le vois prêt à dunker, voilà, dans la bulle on nous dit qu'il jouera peut-être en NBO un jour. Voilà. Pour être capable de jouer en NBA, ouais. Voilà, exactement. Enfin, NBO ou NBA, parce que du coup, comme l'a dit Seth tout à l'heure, il n'y a pas forcément les droits donc, sur certaines choses. C'est pour ça que ça m'a fait vachement sourire quand j'ai lu Deep Three, parce que je me suis dit, ah, là ça coince, ah, là c'est... Enfin, vous le verrez un peu après. Et du coup, on arrive 2 ans plus tard. Donc en fait, on ne sait même pas comment se finit ce match, parce que du coup, il y a cette ellipse de 2 ans, où du coup, Damian, toujours dans son lycée... on revient sur un match de basket, hein. Ouais, et c'est choquant parce qu'on le voit, ce qui est assez fou, c'est que c'est le contraste. 2 ans après, on le voit, il est sur le banc. Et on se dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sur le banc et là, en fait, son coach l'envoie pour jouer de précieuses minutes. Et on se retrouve directement avec une autre équipe sur un autre match. Sauf que là, ça se complique un petit peu. Parce que on arrive en fait déjà sur des planches qui contrastent totalement, on va dire, le rayonnement de Damian. Elles sont beaucoup moins lumineuses. Exactement. Ouais. C'est vraiment des planches très sombres, parce qu'en fait, comme tu l'as décrit dans le synopsis, Seb, tout à l'heure, en fait, il est atteint de hips. En fait, c'est des espèces de son corps en fait est paralysé à des moments clés. C'est des douleurs. Il s'apprête à marquer et c'est des douleurs en fait qui le prennent. Et en fait là on arrive vraiment sur des cases très sombres, vraiment où le fond est noir. On ressent la douleur, on voit Damian qui sue et qui écarquille les yeux. Vraiment on l'accompagne et dans ses actions. Et c'est surtout il y a cet effet, vous savez, de trame un peu transparente qui vient sur tout le corps pour vraiment montrer qu'il y a la douleur qu'il est en train de subir. Donc, on voit des traits descendants, en fait, des sortes de traits descendants sur la tête du personnage bras, qui appuie en fait le côté. Et même le visage, hein, quand tu regardes le visage, il y a aussi tous ces traits complètement descendants sur son visage. En fait, on pourrait aussi traduire le yips comme un stress un peu post-traumatique, en fait. C'est un peu ça, un peu le principe du yips. Ouais, ça peut être ça peut être un stress physique aussi
Ils expliquent pas. De toute façon, C'est surtout ils vont mental, les hein, ce que je comprends, parce et qu'il... en fait, c'est mental et physique, c'est les deux à la fois. C'est les donc, deux. C'est le mental qui induit une sorte de message qu'il envoie au corps qui lui crée une douleur qu'il n'est normalement pas censé avoir parce qu'il est soi-disant soigné, mais que du coup le mental fait prendre le dessus et du coup on Ouais, sent que c'est compliqué, en quoi. fait, je trouve qu'on ressent très bien ce que peut ressentir Damien à ce moment-là, l'aspect choc. Tu sais, comme quand, je sais pas si vous avez déjà eu ça, moi je l'ai jamais eu, mais en tout cas je l'imagine très bien, une douleur au nerf sciatique. Tu sais, c'est une douleur qui est tellement fulgurante et vive, et tu sais, ça t'arrête dans ce que tu fais, ou quand tu as une douleur au dos, tu as tellement mal, et le choc il est tellement violent que tu sais, t'es paralysé, et en même temps, t'as une grosse douleur qui vient. Et je pense que le yips, ça se traduit un peu par ça, et c'est comme ça que je l'ai traduit, moi, en lisant Deep Tree. Je ressens que Damian, sur le moment où il va faire son lay-up, il a une douleur qui lui glace le sang et qui le paralyse et qui l'empêche de finir son lay-up. Ouais. Alors, layup pour les gens qui savent pas, c'est juste, excuse-moi, c'est juste Ouais, le vas-y, fait vas-y. de monter au panier. Voilà, l'action Oui, et de ouais. déposer, Marquer c'est ça. voilà. Un double C'est pas. de manière un double pas en mode détente, tu déposes la balle dans le panier. Voilà. C'est ça. On est d'accord que en langage slam dunk, c'est un panier de paysans en fait, pour ceux C'est qui le panier de connaissent paysan de slam Slam dunk. Dunk, c'est exactement. Exactement ça. Vous avez vu, les gars? Ouais. Ouais. T'as la C'est vrai ref que ou j'ai pas? lu, hein. Ah, j'ai la ref. T'as la ref. Non, je voulais juste rebondir sur les hips. C'est une petite anecdote un peu perso, mais en fait, je connaissais pas cette expression-là. Et en fait, en lisant le manga, en fait, ça m'a fait un peu tilt. Quand j'étais plus jeune, moi, j'ai pratiqué du handball quand j'étais au lycée. Et sur un match, en fait, sur un mouvement, je me suis déchiré l'épaule droite. Et je suis resté en fait plusieurs mois avec le bras dans le sac, voilà, mais ça se remet tout seul. Tu peux rien faire de particulier en fait. Ça se remet petit à petit. Et quand j'étais soigné, j'ai voulu me remettre et je suis resté en fait plusieurs mois, voire même des années, à avoir toujours cette douleur un peu fantôme. Dès que je faisais un mouvement, j'avais l'impression que le bras allait repartir en cacahuète, à tel point que j'ai été obligé de faire une échographie à l'hôpital pour voir si j'avais pas encore des traces de déchirure. Et le médecin, je vous garantis, n'a absolument rien trouvé. Alors que je ressentais la douleur sur certains mouvements. Quand je commençais à vouloir étirer mon bras un peu plus qu'à la normale, C'est l'épaule? parce qu'aujourd'hui, ouais, l'épaule, ouais. Le hand, c'est beaucoup on étire beaucoup les membres. Et cette douleur restait, alors qu'il n'y avait plus rien. C'était complètement soigné. Donc, Je pense que c'est dû au fait du premier choc qui doit être tellement douloureux, ou quand en fait t'as la douleur pour la première fois. Je pense que la douleur elle est tellement indescriptible que ah ouais, non, ton cerveau l'a imprimé, et donc du coup même si non, mais c'est violent. J'avais même des appréhensions de faire le mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être ça, donc effectivement. En tout cas, sur la continuité de ce chapitre, lui, Damian, en tout cas, il est dans cette crise-là. Ses coéquipiers le comprennent pas trop. Et en fait, c'est là où il se repose la question. On apprend qu'en fait, Damian, il a une déchirure au niveau du tendon d'Achille lors du match précédent où justement on le voyait dunker, en fait. Tout simplement parce que là on revient sur un flashback et on vous montre en fait cette scène où il repart pour dunker, et en fait comme tout joueur de gros NBA, une grosse faute alors que le gars partait quand même pour la victoire. Faute offensive, et du coup Damian se retrouve par terre en train de se tordre de douleur, et c'est son tendon qui apparemment aurait été déchiré. Juste après ça, mine de rien, ils veulent continuer le match. Donc là, on est toujours sur le flashback de là où ça s'était arrêté 2 ans auparavant. Et en fait, faute offensive, Damian est quand même motivé pour faire ses 2 lancers francs. Donc il faut savoir qu'au basket, quand vous faites une faute offensive, vous avez le droit à 2 lancers francs. On lui propose juste avant de le remplacer. Il le refuse. Il pense qu'il peut réussir à très grosse ref. Ah, tu nous la gardes pour un peu ou tu veux la dire maintenant, Val? Tu veux la dire maintenant? Ouais, je peux vous la dire maintenant si vous voulez. Mais en fait, le fait que Damian, Damian qui shoot ses lancers alors qu'il a une déchirure au tendon d'Achille, c'est une ref à Kobe Bryant qui s'est fait, alors je sais pas si c'était le tendon d'Achille ou les croisés, mais en tout cas qui s'est blessé pendant un match et qui a tiré ses lancers francs blessés,
C'est-à-dire il a tiré ses 2 lancers, parce qu'il faisait un match de fou. Il a tiré ses 2 lancers en ayant les croisés pétés ou le tendon d'Achille pété, mais je crois que c'était les croisés. Et ça a été, c'est un moment phare de la carrière de Kobe, paix à son âme. Mais c'est un moment inédit et jamais vu parce que bon, bah, voilà, faut savoir que c'est des jeux. Kobe, c'était quand même le meilleur joueur NBA à cette époque-là, et ce mec-là, il a plus envie de se réparer, mais il a tellement envie de gagner et de finir ce match et de donner la victoire à son équipe qu'il va aller quand même tirer ses lancers francs. Et donc là, les auteurs font une grosse ref à Kobe, et c'est pas la seule dans le manga. Et c'est justement, c'est pas la seule. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Val, grosse ref à Kobe, et en fait Damian prend ses 2 shoots, et on pense que ça va rentrer parce qu'il y a une belle planche bien dynamique où on voit tout en longueur, longiligne, en extension, en train de prendre son shoot. Et là, en fait, la page d'après, elle est terrible parce qu'en fait, la balle ne rentre pas, et l'arbitre siffle la fin du match. Voilà. Et là, en fait, il loupe son on lancer. se rend compte qu'il loupe son lancer. Et en fait, c'était archi dramatique. Et voilà, fin du match. Et là, du coup, transition, puisque du coup, tu parlais de Kobe. On arrive un peu dans l'appartement de là où vit Damian. Et en fait, il y a une case où carrément, on voit le maillot numéro 24, en sachant que le 24 appartient à Kobe, mais Damian, lui, porte le numéro 8, qui était anciennement aussi le numéro de Kobe. C'est des rêves très pointilleux, parce que moi je les avais pas. C'est J'ai les pas vu 2 tout ça. maillots retirés. D'ailleurs, c'est le seul joueur. Les 2 maillots retirés, le 8 à avoir porté 2 maillots. Ouais, c'est le seul joueur NBA à avoir ce privilège-là d'avoir 2 numéros retirés dans une même franchise. Et il a joué avec le 8 au début de sa carrière. Et il a pris le numéro 24 au début des années 2000, après son premier back-to-back, il me semble. Donc dans les années 2010 notamment. C'est-à-dire que plus qu'une personne ne peut porter le 8 ou le 24 aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire? Ouais, exactement. Ça veut dire qu'en NBA, Ok. quand on retire un maillot, quand une franchise retire un maillot, ça veut dire que personne après toi ne pourra peut porter ce numéro. Rentres vraiment, voilà, tu portes ce numéro, pardon, tu rentres vraiment dans la légende, c'est ce qu'on appelle le Hall of Fame. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc, alors le Hall of Fame, c'est aussi c'est autre chose, mais ouais, les franchises décident pour les joueurs historiques de leur franchise, en tout cas, de retirer les maillots pour que les gens. Voilà, c'est aussi un peu du marketing, mais c'est aussi un gros hommage aux joueurs qui ont marqué l'histoire de la franchise. Il n'y a pas que des joueurs d'ailleurs qui ont leur maillot retiré. Ouais, tu rentres vraiment dans le panthéon et dans le cercle fermé des grandes légendes du basket en fait. Ouais. Ça c'est cool. Et Chris, je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si t'allais parler de ça, mais il y a aussi un petit poster sur cette. Oui, j'allais y venir. J'y suis. Elle est devant moi cette case parce qu'en fait, pour l'instant, hormis les refs à Kobe, donc il y a ce fameux poster où d'ailleurs en fait c'est une photo qui a été prise lors d'un match contre New York si je dis pas de bêtises. Mais cette pose-là, c'est pas Magic Johnson qui l'a fait normalement. On va y venir justement, mais c'est bien Ah. tu suis Seb, exactement. C'est parce qu'en fait c'est un double de sang. Donc bref, en tout cas, donc ça oui, c'est un poster où il y a cette fameuse pose de Kobe. Je pense que même pour ceux qui nous écoutent, c'est une image. Vous tapez Kobe Bryant sur Google, vous allez la trouver tout de suite. Voilà, un très beau move de sa part. Et en fait là, on retrouve Damian allongé dans son lit avec le ballon de basket à côté de lui, dépité parce qu'il vient de perdre le match et parce qu'il est blessé. Et en gros, il reçoit un appel de sa mère, qui, elle, se retrouve aux États-Unis. Elle lui demande un peu comment s'est passé le match, etc. S'ensuit une discussion entre la mère et son fils, où, en gros, elle lui annonce que, du coup, elle sera bientôt danseuse pour la NBA, du coup. Ce qui m'a un peu surpris sur le coup, parce que je me suis dit, mais attends, sa mère va devenir danseuse NBA, enfin, genre... elle aussi, elle est dedans, mais je me dis, c'est un peu bizarre. Généralement, vous savez, quand j'ai vous pas lisez trop un compris manga, non plus. moi non plus, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, mais attends, sa mère, elle est... Alors, avec tout le respect que je lui dois, elle est pas un peu âgée pour... Elle est jeune, hein, elle paraît très jeune, hein, sa maman, quand on la voit comme ça. Ouais, ça a l'air d'être une belle femme aussi. Hein. Ouais, c'est une très, 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 très belle femme, oui. Je pense qu'elle a il est au lycée, elle a dû l'avoir jeune, hein, ça se trouve. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a dû l'avoir très jeune, et en gros... voilà, lui, il explique qu'ils ont perdu le match, etc., mais que après tout ça, faut qu'il garde confiance en lui parce que après tout,
Damian est quand même le fils d'Ervin Johnson. Et là, en fait, on comprend, parce qu'il y a une case où, du coup, quand sur la bulle, il y a écrit « Tu es le fils d'Ervin Johnson ». Ervin Johnson, en fait, c'est Kobe. Voilà. Ouais. Et en Et fait, là, ça coince un peu. Et là, ça coince un peu, parce qu'en fait, Ervin Johnson est le nom de Magic Johnson, nous, dans notre réalité à nous. Sauf que là, Ervin Johnson, en fait, c'est Kobe. Et là, clairement, il ressemble à Kobe, quoi. exactement. Et en fait, on apprend que du coup, c'est le fils de Kobe. Et là, c'est là où, quand je me suis arrêté à cette case, je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Parce que utiliser le nom de Magic pour le mettre sur Kobe, en sachant que lui s'appelle Damian Kawhi, etc. Enfin, je me suis dit, wow. Ouais. Pour le coup, je veux pas dénaturer le truc, mais je me suis dit, waouh, on dirait vraiment un fan de chez fan qui a fait ce manga, quoi. Ouais. C'est comme ça que je l'ai ressenti vraiment. C'est trop. C'est un peu trop de refs. C'est trop, c'est un peu trop de refs, ouais. C'est trop de refs, et puis c'est des refs un petit peu maladroites, on va pas se mentir. On a vu ensemble, Chris, sur Twitter, des fans hardcore de la NBA qui étaient un petit peu choqués par les refs et qui n'ont pas du tout apprécié en tout cas le chapitre et une partie du manga justement à cause de ça. Alors je sais pas si, en tout cas pour le premier chapitre, je sais pas si c'est le cas pour la suite, on l'a pas lu encore. Mais c'est vrai que c'est assez maladroit, notamment parce que Kobe, si vous n'êtes pas au courant, il est décédé en 2020 suite à un accident d'hélicoptère. Ça a été un drame qui a... Avec sa fille, ouais. Ouais, avec sa fille Gianna. Ça a été un drame qui a secoué le monde du basket, mais aussi le monde du sport, de manière générale, puisqu'on parle de vraiment un exemple de travail et de sportif, d'athlète. Et en plus de ça, ils n'utilisent pas son nom, ils utilisent l'image. En tout cas, ils reprennent les images phares de Kobe, son numéro, un poster, une image, une photo qui est connue. La de tous, pose. Ouais, la pose, Ouais. c'est une photo que vous allez retrouver si vous tapez Kobe Dunk. Vous allez voir, vous allez très vite retrouver cette image-là. Et par contre, il prend le nom d'un autre joueur phare des Lakers, Magic Johnson. Qui portait pas le même numéro, c'était 32, Johnson, Magic. C'est ça. Qui a lui aussi son maillot retiré. Et donc c'est un peu bizarre. Pour les fans de basket, pour moi par exemple, ça m'a un petit peu, sur le coup, j'étais là, ah putain, merde. Ouais, comme tu l'as dit, je trouvais que c'était un peu trop, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des refs, mais trop de refs. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai l'impression, quand j'ai lu cette moitié de premier chapitre, je me suis dit, mais on dirait que c'est fait par un fan, pas hardcore, mais je dirais, genre, c'est vraiment le genre, si tu voulais faire un manga sur le basket dans les années 2000, c'est un fan-made, c'est vraiment peu, comme ça. Voilà, c'est un fan-made, c'est comme ça que tu l'aurais fait. Un peu comme ce qu'on a avec les Dragon Ball Kakumei, ou du coup, toutes ces licences qui sont un peu reprises, et en gros, tu t'exprimes ton désir de fan à travers cette œuvre, quoi. Et c'est là où ça m'a après, un peu dérangé aussi. Est-ce que c'est pas un écueil aussi un peu d'un premier chapitre où les auteurs veulent absolument mettre le paquet pour séduire à fond, pour dire allez on va taper les fans hardcore de basket en disant t'as vu la ref, et tu vois c'est un peu trop de ref, tu la ref, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils veulent absolument séduire et tout taper dans ce premier chapitre. Après je pense que ça doit redescendre après, mais tu vois, c'est un peu comme Dan Dadan qui a voulu, on en parlait il y a 2 semaines, Dan Dadan qui a voulu choquer en mettant des trucs un peu très hardcore des premiers chapitres, et au final c'est pas du tout à l'image du manga, quoi. Non, ouais, je pense que c'est ça, y a beaucoup de ça. Après, il y a des refs, là on va dire que la ref dont on parle, elle est un petit peu maladroite, je trouve, et un peu trop obvious, quoi. C'est exactement ça. Le poster de Ervin Johnson, c'est écrit dessus, sauf que pour les fans de basket, tout le monde va reconnaître Kobe, et c'est très gênant, c'est bizarre. C'est gênant, et moi j'ai failli m'arrêter là. Ouais, ça a failli sortir. Ouais. Particulier. Alors que moi, ça m'a absolument rien fait parce que j'ai pas le même vécu que vous au niveau basket. Mais ça sera rigolo d'en parler à la fin. Mais juste avant, t'as la ref du shoot blessé, où là, c'est une ref hyper smart, parce que les gens qui connaissent, ils vont se rappeler de ce moment-là, ils vont savoir que Kobe, il a tiré des lancers blessés, et du coup, c'est hyper intelligent comme référence, tu vois, de faire ça dans un manga. C'est un peu comme quand, comment il s'appelle, Inoue, il nous fait une ref où il prend des images de la NBA, comme on en a parlé dans Slam Dunk, le manga du grenier, où il reprend il dessine en fait les
personnages en train de faire des dunks ou des grosses actions, et c'est exactement plan pour plan les mêmes photos que un pâté wing à l'époque, ou ce genre de choses, quoi. Exactement, sauf que du coup, c'est les joueurs de son œuvre qui reprennent les poses les plus connues C'est de fait la avec plus de NBA. finesse. C'est ça. Et ouais, voilà. Mais pas Takehiko Inoue qui veut. Hein. Exactement, c'est ce Mais que je pense que c'est j'allais un fan. dire. Moi, je pense que c'est les un deux fan. sont fans. Hein. Les deux sont fans de Et Inoue d'ailleurs, et sont fans de Ils basket. sont peut-être avec leurs gros sabots, faut pas leur en vouloir. C'est des débutants et c'est leur premier manga. Et il faut savoir qu'à la fin du tome, il y a un mot de Mitsuhiro Mizuno, donc du coup celui qui est au scénario, et en fait il explique comment il en est amené à avoir quelques réflexions sur Deep Free. C'est un texte qui est juste à la fin de l'épreuve non corrigée, qui sera sûrement dans le tome aussi, et donc du coup vous comprenez un peu mieux où est-ce qu'il a voulu aller. Après oui, cette ref à Kobe, je pense que ouais, elle est vraiment juste comme tu l'as dit. Bah, après, ça peut bloquer Un peu des gens, maladroite. mais c'est ça. Après, une fois que t'as passé ce cap-là, tu peux continuer, mais c'est vrai que tu sais que c'est lui, quoi. Donc bon. Ouais, et puis il ressemble même dans le design, on va y venir, mais sur le c'est lui, passage hein, où il apprend son hips et que le médecin lui annonce la mauvaise nouvelle, on a à un moment donné un gros plan sur la tête de son père qui est en fait Kobe Bryant. Hein. On ne voit que lui. Exactement. Et donc du coup, Val, ce que tu disais, donc pour continuer sur ce chapitre, en fait, ce qui est fou, c'est que là, tu vois, juste après, on a une ref qui est un peu masquée, c'est que Damien, en fait, il s'entraîne énormément. Donc là, en fait, on est de nuit, il est sur un terrain de basket qui est à proximité de chez lui. Et faut savoir que Kobe, lui, s'entraînait énormément. C'était vraiment un bourreau de travail. C'était le premier arrivé sur le terrain, c'était le dernier à repartir. Et c'était vraiment genre un rituel de s'entraîner. Et après, on arrive vraiment sur un flashback où justement, il est avec un médecin, donc un peu nonchalant ce médecin, qui lui dit clairement qu'en fait, les yips qu'il a, en fait, ne se guérissent pas. Et qu'en fait, on ignore encore les causes. Et qu'en fait, il y a autant de yips que de différents patients. Et que du coup ça peut être une pathologie motrice psychomatique due à un stress important. Voilà, c'est un peu l'hypothèse qui vole au-dessus de cette pseudo-maladie. Et donc du coup on nous explique que la volonté, avec toute la volonté du monde, malheureusement ça ne suffit pas à corriger les hips. Mais Damian, entêté et passionné comme il est, lui sa passion c'est le basket, même si le médecin lui dit qu'il devrait s'en trouver une autre. Lui, pour qui ce sport est tout, se pose énormément de questions, pourquoi ça arrive alors que quand il joue tout seul, il a aucun problème, ça ne se déclenche pas, donc voilà. Et à cause de ça, il a peur de ne jamais intégrer la NBA, la NBO, pardon. Donc, ouais. Voilà. C'est dur c'est dur de pas dire NBA. Bon, c'est tellement évident que ça sort tout seul. Non, pour revenir là-dessus, moi j'ai trouvé hyper intéressant dans les dessins, notamment quand on le voit s'entraîner, quand on le voit s'entraîner sur le playground. Donc le playground, c'est les terrains extérieurs. C'est une image tous les basketteurs connaissent. Tous les basketteurs sont allés sur un playground, un terrain en bitume, oui. pour s'entraîner, pour essayer de reproduire des shoots et pour s'améliorer. Et je trouve que là-dessus, sur les dessins, moi en tant que basketteur, j'ai vraiment apprécié, parce que je trouve que ils ont très bien, ou en tout cas le dessinateur a très bien retranscrit les prises de position, les appuis et les mouvements qui sont à la fois dynamiques et hyper cohérents. Genre vraiment, la dernière fois que j'ai vu ça au basket, c'était dans Slam Dunk, hein, on va pas se mentir. Ils ont une vraie connaissance du sport et ils le dessinent très bien. Ils sont d'ailleurs, je pense, même plus à l'aise à dessiner ça que des scènes un peu plus classiques, avec moins de mouvements ou juste des scènes où on voit des visages, des gens qui parlent ou ce genre de choses. Je trouve qu'on constate leur qualité de dessin justement sur ces planches-là où ça joue au basket, quoi. Et pour les fans de basket, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir. Les matchs sont cool. Je suis un peu comme toi. Ouais, les matchs sont cool. J'ai hâte de. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai hâte de
de l'avoir entre les mains et de voir un petit peu, parce que le peu que j'ai vu en tout cas dans ces 2 premiers chapitres, parce qu'on a lu les 2 premiers chapitres avec Val, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper lisible, et j'étais très très surpris du dessin en fait. Je trouve que le dessin est quand même ultra quali en fait. Il y a de la finesse dans le trait, les actions sont super cool, et il y a encore, on sent qu'il en a encore sous le pied quoi. Clairement. Ouais. Et puis les moments de Yips sont ouf, hein, perso. Moi, Ouais. je le trouve incroyable. Mais tout passe en noir, je sais pas, c'est ce que tu disais, Ouais, Chris, tout à l'heure. c'est le contraste, c'est le contraste Les lumière, fonds sont blancs, les ténèbres. fonds sont clairs, Ouais. et dès qu'il a un problème avec son Yips, ça passe tout en noir derrière. Donc on sait que qu'il est dans un moment où il est dans le dur, quoi. Et puis on a mal pour lui, quoi. Ouais, On a mal pour lui. on a mal Bah, pour lui. clairement, parce que en plus, hein, à ce moment-là, sur le playground, il commence à pleuvoir. Et alors là, comme par hasard, il y a un écran surgit sûrement en face du playground, côté dans un immeuble, où en fait, on Tiens, voit c'est papa. Ervin Johnson, voilà, où en fait, il voit du coup que c'est son père. Et en fait, là, on arrive typiquement dans le côté héros shonen, à qui on dit de croire en ses rêves et de ne jamais rien lâcher. Et donc du coup, on se retrouve avec un Damien d'un air déterminé qui, malgré sa blessure, va tout faire pour accomplir son rêve, et donc du coup, Tu peux nous dire gagner les prochains matchs. ce que Kobe, ce que Ervin Johnson lui dit. Yes. En fait, Damien est en train alors, on le voit pas à cause de la pluie, mais en fait, Damien, je pense qu'il est en train de pleurer à ce moment-là. Et en fait, t'as l'écran qui s'allume. On voit directement la tête de Kobe, hein, on va dire Kobe plutôt que Ervin Johnson, qui lui dit le panier sera toujours au-dessus de toi, peu importe qui tu es pour l'instant, peu importe le désespoir auquel tu fais face, tu dois croire en toi, car c'est à partir de là que tout commence. Tout le monde peut atteindre son idéal, de tout ton cœur, crie sans cesse le nom de celui que tu rêves d'être. Voilà. Et à ce moment-là, ça fait très American Dream. Hein, Ouais, ça fait très voilà, américain. exactement. Je trouve qu'il y a même un Clairement. délire un peu à la Roi Lion. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu sais, quand Mufasa, il est dans Ah oui, dans tu le- vois toutes les terres dans la lumière, dans le c'est à nuage, toi. il est en train de parler avec son père, tu sais. Ah oui. Je trouve qu'il y a un délire comme ça assez bizarre. Moi j'aime bien, ça fait très américain, mais je pense que c'est des fans de NBA. Moi, ça m'a fait penser à Space Jam, quand le père de Michael Jordan lui dit qu'il peut devenir grand. Non, c'est pas vrai, j'arrête. C'est des conneries. Non, mais par contre, la ref est vraie parce que ça se passe sur un playground, justement. Donc, Oui, c'était à moitié rigolo, à moitié vrai, oui. C'est ça. Donc, en fait, là-dessus, c'est vrai que c'est le côté américain, mais c'est là où vous allez voir que Damian, ça va le forger pour la suite. Et donc, du coup, on enchaîne avec un match. Du coup, c'est la finale éliminatoire du département de Kanagawa, donc là où ils sont. On revient en fait au match, parce que c'est un gros flashback qu'on avait eu en fait là. Ouais. Exactement. Alors j'avais pas compris ça comme ça moi en lisant. Ah si, on revient, il rentre sur le terrain parce qu'il l'appelle, et au moment où il rentre sur le terrain, t'as le flashback, et après il revient sur ce match où il termine le match en fait. Il lui laisse la dernière minute de jeu à peu près pour essayer de faire ses preuves et essayer de revenir un peu dans le 5 de départ. Ils sont 5 sur un terrain de basket, si je dis pas de conneries. Ouais, ils sont 5, exactement. Ouais. Et du coup, il leur donne sa chance, et voilà, je te laisse continuer, Chris, mais il va se passer les choses. Ouais. Donc là, en fait, il y a tout de suite un joueur qui lui fait barrage en lui disant que t'as un métis, mais en vrai, tu vaux que dalle. Donc on est déjà dans un pseudo cliché entre guillemets, parce que comme ça se passe au Japon et que Damian il est métis, forcément les gens sont peut-être amenés à croire que parce que t'es métis, parce que t'es black, tu joues bien au basket, ce genre de choses. Et que il lui dit ça se voit que tu flippes, et au final non. Donc il y a déjà, après moi j'ai pas lu le deuxième tome, donc je sais pas si on va entrer dans cette dimension un peu de cliché, etc. Par rapport à Damian, mais déjà ça m'avait un peu marqué. Et Damian lui avec un regard vraiment insistant va en faire plus boucher. Et là, en fait, on a vraiment des traits de vitesse qui arrivent. Il analyse encore le terrain, il voit un espace ouvert, et là, il se dit ça passe. Et là, on a une grosse planche sur les mains que j'aime énormément. Et là, vous voyez que cool. ça va s'enchaîner vraiment très très vite. J'ai beaucoup aimé. Et là, en fait, bim,
on se dit il va passer, et la page d'après, bah non, parce que quoi, Yips, encore une fois. Ouais. Et là, Et, on se et retrouve c'est là avec qu'on une voit case que très le sombre. Yips, en fait, c'est pas que sur un mouvement, mais ça arrive n'importe quand, quoi. Ouais, c'est Exactement. imprévisible. C'est complètement C'est- prévisible. Et du coup, c'est hyper troublant, je trouve. Enfin, je trouve qu'ils ont réussi à le rythmer correctement parce qu'à chaque fois, le Yips pète le rythme de l'action, quoi. Complètement, Et c'est aussi complètement. le cas dans l'histoire. Et donc, je trouve hyper intelligent de faire ça. Et je trouvais que ça marchait très très bien. Et en fait, malgré ce hips, en fait, bah, du coup, Damian se fait chourer le ballon, mais il arrive quand même à contrer du coup Ouais. le joueur Ouais, il qui se va ressaisit. partir en Il layup. est incroyable. Et quoi. là, Il met un bloc. il lui met un bloc de fou malade. Et en vrai, on se retrouve dans la même situation que 2 ans auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, Damian repart en contre-attaque. Et là, en fait, il se remémore que c'était il y a exactement la même situation qu'il y a 2 ans. Et là, encore une fois, dans le découpage, ils sont très forts, le scénariste et le mangaka, parce que en vrai, à chaque fois qu'on tourne la page, on ne sait pas ce qui va se passer. Et Ouais. tu sais pas si ça va être encore un hips, comme tu l'as dit, Val. C'est bien rythmé, c'est bien entrecoupé. Et là, en fait, encore une fois, et là, je trouve que ce hips-là est très très violent, parce que là, c'est pas sur une seule case, mais c'est sur toute une page, en fait. Sur toute une page, en fait, il est pris de hips, et il perd le ballon, et là, tout de suite, il se remémore, du coup, la phrase de Kobe qu'il avait vue sur l'écran quand il était sur le playground. Non mais vraiment, mais en fait on voit pas Kobe, on entend juste en gros les paroles Johnson, qui tu veux dire. qui résonnent en lui, oui, Clin enfin, d'œil. Johnson exactement. Et là en fait il accepte le fait de se dire je suis le fils d'Arvin Johnson, Ouais. Kobe. Il Et là, accepte en fait, le poids j'allais dire legacy en anglais, mais c'est pas le mot, mais exactement, parce qu'en fait, l'héritage. ce que j'ai pas dit quand il était sur le playground, c'est qu'en fait, à un moment, il dit une phrase où il dit j'ai vérifié, j'ai vu mon groupe sanguin, c'est impossible que ma mère m'ait eu avec Harvey. Voilà. Donc vraiment, il y avait toute une remise en question sur la paternité et sur son héritage Ouais. en tant que fils d'une légende du basket. Mais c'est Ouais. pas répondu vraiment. Hein. On sait pas trop si. Moi j'ai compris comme ça, c'est qu'on sait pas trop s'il est vraiment le fils ou il est pas vraiment le fils. Ça, voilà, ça Et laisse en suspens. je trouve intéressant de laisser ce suspense-là parce que Ouais. dire que c'est le fils, c'est trop facile. Dire que c'est pas le fils, bah, du coup, tu comprends pas trop les refs. Et laisser un peu ce flou-là, qu'il soit répondu un jour ou pas, je trouve ça assez malin. Parce que je pense que le manga va s'intéresser à d'autres sujets et va se focaliser plus sur autre chose que sur cette quête de père un peu. Hein. Ça pourrait être le cas, hein, mais Et donc du coup, en fait, à ce moment-là où il y a cette phrase qui résonne dans son cœur, en fait, il y a une espèce de brèche et c'est très subtil, en fait. Il y a cette phrase où il dit « Je suis le fils d'Arvin Johnson ». En fait, ce texte-là est posé sur une brèche où on voit de la lumière apparaître, en fait. Et c'est là où il se ressaisit et c'est très je fin. suis le fils d'Arvin Johnson. Et c'est très très fin. Il y a un fait, espoir. Vous le verrez pas, mais en fait, il y a un espoir juste là. Voilà, je suis le fils d'Arvin Johnson. Et donc, du coup, c'est vraiment la lumière qui apparaît dans les ténèbres. Ouais, j'ai trouvé ça assez dingue. Ça m'a sauté aux yeux. Let's go. Ouais. Et ouais, moi, pareil, je me suis dit, ok, d'accord. Ouais. Et là, bim, on retourne dans le match. Et alors là, et c'est là où je me suis dit, Quel pour le dunk. coup, cette ref, elle est vraiment acceptable. C'est qu'on se retrouve exactement sur la même position que Ervin Johnson, donc, a.k.a. Kobe, que papa. Donc la chambre, le poster qu'on voit dans la chambre, c'est exactement la même pose. Elle est sublime, voilà. cette case. dingue. Elle est sublime. Et là, vraiment, ça met les frissons. Exactement. Et là, on rentre vraiment dans du basket. Et je vous dis, en fait, dans ce premier chapitre, on est dans du full basket, c'est-à-dire que il n'y a pas trop de discussion et c'est vraiment, on se fait plaisir. Et comme tu l'as dit, Seb, hein, je pense que en fait, ils ont tout voulu mettre dans ce premier chapitre pour vraiment un peu mettre le haut là et se dire, voilà, là, vous lisez vraiment ce que vous avez entre les mains. C'est vraiment un manga de basket où, à l'instar de Slam Dunk, c'était vraiment d'abord le petit voyou, voilà, qui rentre dans le lycée, qui se met au basket un peu par hasard, etc., etc. Et là, non, en fait, on a tout l'inverse. On est vraiment. C'est un mec qui est déjà au top, en fait, au début, quand tu le vois. Et c'est sa blessure qui le ramène au commun des mortels, quoi, limite au même niveau que ses collègues. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette planche, c'est qu'en fait, quand tu vois la réaction du public, c'est un peu le même découpage qu'on a avec Inoue. C'est-à-dire que les réactions,
Vous voyez, c'est vraiment il n'y a pas de texte, c'est vraiment que du Ouais. dessin, et ça m'a vraiment pour le De coup ouf. fait un peu penser à Inoue, où à la fois tu vois le résultat au moment où Damien met le panier, et en vrai, tous les personnages entrechoqués entre le public et les camarades, et voilà, j'ai vraiment trouvé ça Très, sublime et très bien ça fait amené. Et très slam dunk et je pense ouais, que cette c'est page-là, ouais, très elle est inspiré. incroyable. Elle est Et je sais incroyable. pas si Et je- si c'est dans ce chapitre-là qu'on le voit ou pas, mais je trouve que malgré tout, malgré ces problèmes qu'il a, il a alors c'est pas spoilé, je sais pas, mais il a quand même le soutien à 100% de son équipe, de ses collègues. Il a enfin deux, trois de ses coéquipiers qui sont à fond derrière lui malgré tout. Et mais je sais plus si c'est, je me mélange peut-être les deux chapitres, mais je sais plus si c'est dans ce passage-là ou pas, mais en tout cas, ça, on sent que malgré tout, il a quand même du monde derrière lui. il a Ah du oui. monde derrière lui, il a toute la Bah, foule, parce que je pense qu'il est et aussi étant donné que c'est l'espoir de son équipe. Donc du coup en fait moi ce que j'ai kiffé aussi c'est que à ce moment-là quand Damian fait son dunk de ouf, en fait il crie de toute sa rage et on voit Damien est de retour, et en fait là pareil c'est ce qu'on disait Seb, c'est que ça me fait vachement penser à du Inoue, et cette dernière page de Slam Dunk que je vous invite à lire aussi à côté, entre Rukawa et Sakuragi le moment où ils se check, bah tu vois c'est un peu le même délire, c'est vraiment tout cet effet d'effort accompli, et juste après bah voilà, comme il y a eu faute, bah il y a un lancer franc pour Damian, et là en fait il est vraiment empli d'espoir, il se dit c'est bon, ça peut le faire, et page d'après bah repareil, sombre Yips, et du coup impossible pour lui de tirer ce lancer franc, Qui est un et basique normalement. voilà, qui est un basique de chez basique. Et là, en fait, le chapitre se termine sur les yips, ça ne se guérit pas, la volonté ne suffit pas à les corriger. Et en fait, on se retrouve avec un Damian dépité qui ne sait plus Ouais, elle quoi est faire. terrifiante cette page. Elle est Et en terrifiante. fait, il est plus que l'ombre de lui-même, alors qu'il vient d'accomplir un effort colossal. Et voilà, le Ouais. chapitre se termine comme ça, avec un effet un peu loup. On voit Damian un peu trapu, et voilà. Enfin, en tout cas, Ouais, mais en fait, il est dans une position où en fait, on sent qu'il a tout le poids sur ses épaules, de Exactement. la pression, du passé, de son héritage. C'est assez fou. Juste, je me permets, mais il me semble que la partie où on voit Damian dire Damian is back, Damian est de retour, je pense que c'est une ref. Michael Jordan! Non, c'est pas ça? Non, pardon. Tu viens de me tuer les oreilles là, mec, hein, merci. Non, mais c'est une ref aussi à de la NBA, alors j'ai plus la ref exacte, donc c'est une semi-ref. Ceux qui le savent, vous me le direz, mais j'ai déjà vu cette position-là sur une photo d'un joueur qui flex. C'est un peu un flex connu en NBA, d'avoir cette position-là très crispée et tout. Et je pense même que ça vient peut-être de Kobe, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une ref quand j'ai vu cette page-là. Voilà. C'était juste pour finir de ponctuer les refs. Voilà. Et pour intervenir sur la partie Yips, moi j'ai trouvé ça génial de terminer ce chapitre, ce premier chapitre, sur le dépit de Damian et sur le fait qu'en fait il se chie à cause de son Yips et que bon voilà, c'est incurable, et lui il est complètement au sol, enfin il est complètement mort suite à cet échec en fait. C'est ça. Et du coup, en fait, ça t'amène à te dire ce qui va se passer après. Et où est-ce que ces Hibs, est-ce que ces Hibs vont pouvoir l'empêcher de vivre son rêve de NBA, ou il va pouvoir passer par-dessus. Donc, du coup, mais c'est bien que ça finisse comme ça en fait. Et c'est un chapitre très court, on l'a pas dit, c'est une vingtaine de pages. Hein, Non, plus que ça, 40 pages. Non, plus, 40 pages. Un peu plus. 40 pages. Ouais, 45 pages. 50 pages, ouais. 40-50, je dirais. Facile. Donc c'est à peu près c'est ce qu'on est habitué à voir dans des premiers chapitres pour introduire une œuvre. Ouais, donc oui, ça va. Ok, pardon, je me suis trompé là-dessus. Mais malgré tout, c'est un chapitre qui se termine sur un énorme cliffhanger, parce que le match n'est pas terminé. Ouais. Très très fort. Ça se termine sur un échec. Et une autre chose, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle Deep Tree, quoi. Et c'est un peu là où je voudrais en venir, c'est qu'il est nécessaire, et donc c'est intelligent, parce que le chapitre 1 te donne envie de lire le chapitre 2, mais un peu comme Dan ou d'autres mangas, je pense que pour pouvoir donner son avis et savoir si on a envie de poursuivre ou pas Deep Tree, il faut lire le chapitre 2,
pour avoir en fait la vue complète de ce que peut nous proposer le manga et savoir si tu as envie de poursuivre ou non. Donc les gens qui vont feuilleter ça en librairie, je vous conseille de lire les 2 premiers chapitres, pas seulement le premier. C'est un peu en dehors de notre concept, hein, mais bon là, faites-nous confiance. Et avec ça, vous aurez déjà une vue plus complète sur Deep Tree et ce qui va nous être présenté, j'imagine. Ouais, parce que la suite est lourde, hein. Franchement, rien que le tome 1, c'est pour ça que je pense qu'ils ont sorti les deux en simultané, parce qu'en fait, la fin du tome 1 te Ok, laissera sur ta pas fin. indifférent. Ouais, Et exactement. on est sur une formule Donc, Aoashi. Aoashi, c'est les spécialistes pour nous foutre en haleine à la fin du dernier tome, enfin du tome, et nous donner envie de lire la suite et attendre 2 mois avant que ça sorte, quoi. Ce côté-là, je pense que c'est très lié au manga de sport, et c'est ce qui fonctionne, parce que quand tu es dans un match, tu n'as pas envie de t'arrêter. Moi, je sais que j'ai lu Slam Dunk, j'attendais la sortie de chaque tome de la Deluxe pour le lire, et putain, quand ça s'arrêtait en plein milieu du match, c'est une frustration qui se crée et qui est Je jouissive, pense que ça va beaucoup jouer là-dessus, mais en en tout même cas. temps très frustrante, quoi. Après, malgré tout, je trouve que ce premier chapitre, moi, je le trouve carrément efficace. Il pose la problématique du personnage. On n'a pas trop encore le fait qu'il soit Hafu, c'est pas trop mis en avant, mais on a quand même toutes ces problématiques liées à son handicap. Et justement ce lourd héritage qu'il a de son père, Ervin Johnson. Je suis très très curieux par contre de savoir s'ils vont aussi, parce qu'il a l'air de vouloir pas mal mettre l'auteur, enfin les 2 auteurs ont l'air de vouloir mettre pas mal de refs à la vie réelle. Est-ce qu'ils vont insérer aussi une touche de la réalité du joueur, Magic Johnson? Parce que je suis pas ultra calé en basket, mais on sait quand même que Magic Johnson, c'est un des premiers sportifs américains à avoir révélé sa séropositivité. Donc le fait qu'il soit atteint du VIH, et c'était quand même quelque chose d'assez tabou à l'époque. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en avant dans le manga? Je suis très curieux de voir ça. Je sais pas s'il y aura un parallèle avec ça, hein, parce que le Je DIP, pense pas. c'est pas une pathologie. Non, je parlais pas du hips, je parlais vraiment en lien avec le père Magic Johnson, parce qu'aujourd'hui, il nous est montré comme il est présent mais pas présent. Pourquoi il est pas présent? Est-ce que les spots qu'on voit, c'est des spots un peu vintage en mode, pour moi, ou ça est-ce qu'il est serait une toujours en erreur. activité? Pour moi, ça Après, serait une erreur. attention, ouais, ce serait une erreur, et en fait, il n'a que le de nom, le Ervin Johnson. En fait, Magic, lui, je pense pas. S'il a introduit plus tard dans le manga, pourquoi pas, mais je pense pas. Pour le coup, On sait pas je s'il est pense encore en que c'était- activité, ou est-ce qu'il joue sur sa on sait pas. célébrité. Non, il est en activité. En tout cas, concernant le passé, quand vous verrez dans le tome 1, à un moment donné, Damian, il est confronté à son père, mais il sait pas que c'est son père. Voilà, à un moment donné, voilà, c'est un mini spoil, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il Intriguant. arrive en mode capuche, et qu'en fait, il fait des paniers avec quelqu'un qui, en fait, on sait que c'est nous, en tant que lecteur, on sait que c'est son père, mais Damien ne le sait pas. Donc, on stylé. les voit taper Ouais, des paniers. ça, on le sait pas, nous, parce qu'on a lu que les 2 premiers Voilà. chapitres. Voilà, mais Cool. voilà, pour vous dire que ce sera introduit, et après, il y aura d'autres joueurs de NBA qui seront introduits. Je pense que toi, Val, ça va te parler, mais ça va te parler direct. Il y a 2 gros joueurs qui vont être introduits, et en fait, c'est comme ça que va se finir le tome 1, et c'est pour ça que le tome 2, je pense qu'avec le tome 1, vous serez, même déjà avec ce premier chapitre, on est sur un cliffhanger, mais là, avec la fin du tome 1, on est sur un gros cliffhanger. Donc, voilà. Moi, j'ai hâte, hein, je te cache pas, j'ai hâte, parce que je vais avoir toutes les refs, ou en tout cas une grosse partie. Ah, tu vas les avoir. Pas tu vas moi. les avoir. C'est un peu comme si le manga était écrit pour moi, quoi. Tu sais, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Ah bah moi j'ai pensé à toi, moi j'ai grave pensé à toi en le lisant, hein. Quand j'ai reçu l'épreuve non corrigée, honnêtement je me suis dit, mais ça c'est trop un manga pour Val, hein. En vrai, En dehors des refs un peu maladroites avec Ervin et Magic, j'ai réussi à passer outre. Il y a des gens qui arriveront peut-être pas, hein, à passer outre, hein. et même pour ceux qui nous écoutent, en vrai, si vous avez jamais lu de manga de basket, là on sait que Mangetsu tape fort avec Aohashi, mais voilà, si vous avez envie de sortir un petit peu des Kurokos basket où il se passe que des trucs de dingue parce que c'est la génération miracle et tout, là on n'est pas dans tout ça, là on est vraiment dans des matchs de basket totalement
NB-esque, on va dire, avec quelques refs parfois, comme tu l'as dit, un peu maladroites, mais qui voilà, ça se laisse quand même lire par la suite. Donc franchement, belle découverte Ouais. ce Deep Free. Je pense Belle que ça peut découverte. être. Je sais pas si l'audience, si ça va être apprécié par les lecteurs, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga-là. Je vais le prendre, ne serait-ce qu'aussi parce que c'est un bel objet. Mangetsu, il travaille sur la qualité des mangas qui. Ah, on l'a pas dit qui ça, nous, c'est qui important nous de éditent. préciser. Ouais. On a notamment une belle cover de notre ami Luchisco qui a bossé sur les Yes. sur les covers du manga, donc c'est assez Et cool. apparemment aussi sur l'intérieur de couverture, en dessous la Oui, jaquette. l'intérieur. Il Ouais, m'a montré, l'intérieur de la c'est cover, hein, incroyable. C'est incroyable. pas la cover en elle-même, mais l'intérieur. Il a fait ça bien et il a intégré aussi des petits refs, donc ça fait plaisir. Donc j'ai assez hâte, ouais. J'ai hyper hâte de voir ça. Yes, moi pareil. Enfin, quand je les aurai d'ici là, mais en vrai, lancez-vous sur Deep Free si vous avez envie. Et puis après, qui sait, peut-être que vous serez tellement fan de basket que vous vous mettrez à lire d'autres choses. Peut-être cela, pourquoi pas. Carrément. Non, mais c'est clair. Ok. C'est Bah clair. écoutez, messieurs, je pense qu'on en a assez dit. On a fait une petite Ouais, c'était émission un petit de épisode 1h30, light. c'est plutôt pas mal pour Ouais. parler du peu qu'on avait sous la main avec Deep Treat, ce nouveau manga. C'est un peu le même format que Darwin Incident, vous l'aurez compris, puisque c'est un manga qui vient de sortir. Donc on espère qu'on vous aura donné envie de le découvrir, et puis surtout n'hésitez pas à nous faire les retours sur ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas, pourquoi ça vous a pas plu, pourquoi ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, vous savez, les phrases d'usage, elles sont simples. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram, La et galère. c'est tout. On essaye d'être là de manière assez régulière, donc normalement dans 2 Vous semaines êtes présents, les gars. vous allez avoir un bel épisode aussi en compagnie de Chris, mais pas que. Petit teaser, on va conclure le fil rouge de ces derniers mois, notamment mon fil rouge de ces derniers mois, et de la plus belle des manières. Vous allez avoir une belle émission, on espère que ça va pas trop vous rebuter. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour Y a-t-il un pilote dans le manga. Merci Chris d'être venu, De rien. Merci Chris. et à très vite. Ciao ciao. Bah ouais. Ciao tout le monde. Ciao.